Bonsoir à toutes et à tous. La séance est ouverte. Je vous propose de nommer Thierry Coll comme secrétaire de séance. Il n'y a pas d'opposition par rapport à ça. Donc, par rapport au présent et surtout à ceux qui ont donné pouvoir. Donc, il y a la fiche, ça fait 3 ou 4 séances maintenant qu'il y a une fiche d'émargement qui circule. Et donc, on donnait pouvoir. Marie-Christine Callan a donné pouvoir à Florence Pouille de Basque. Xavier Fortinon a donné pouvoir à Marie-France de l'Est. Darmanté Corentin à Christine Cassagne. Et Daniel Pujos à moi-même. Ça, c'est les pouvoirs qu'on a reçus. Donc, par rapport, donc le procès verbal de la dernière fois, vous l'avez pas trouvé dans vos documents, c'est normal, il n'a pas été encore finalisé. Il sera présenté lors du prochain conseil, de la prochaine séance du 16 décembre. Donc, vous pouvez vous marquer sur l'agenda que le 16 décembre, il y a un conseil. On fait ce conseil voilà, qui n'était pas prévu dans notre calendrier. Pour le point 8 qu'on va voir tout à l'heure, qui concerne le plan, le PLU, le plan local d'urbanisme, et sa révision allégée concernant et qui permettra l'installation des cabanes de plage. Voilà, c'est ça, avec des procédures à respecter et un calendrier à respecter. C'est pour ça qu'on fait ce conseil un peu particulier et qui va du coup concerner l'urbanisme. Comme ça, on aura ces points-là qui ne seront pas à l'ordre du jour du prochain conseil, qui va alléger du coup le prochain conseil. Donc avant d'attaquer l'ordre du jour, est-ce qu'il y a les décisions du maire qui ont été prises entre le 29 octobre et le 26 novembre, donc qui vous ont été communiquées? Est-ce qu'il y a des questions dessus? Est-ce que vous avez besoin d'informations complémentaires? Non. Donc après, avant de passer à l'ordre du jour aussi, et je vous dois aussi l'information concernant le parc d'hiver, puisque la presse a relayé le jugement du Conseil d'État, ou en tout cas la non-recevabilité du dossier en Conseil d'État, donc qui met un point d'arrêt à la construction sur le parc d'hiver. Donc je voulais faire quand même un peu le point sur les différentes démarches qui ont été entreprises et pourquoi on en arrive là. Donc là, ça s'affiche derrière moi. Donc déjà, il y a eu une première instance, un jugement au tribunal de Pau, donc qui fait suite à des requêtes donc dès le 16 mai 2019, et après ça s'est suivi le 25 juillet 2019, le 3 décembre 2019, le 14 février 2020, et en fait le 20 septembre, donc il y a des mémoires qui ont été déposées par la Fédération Société pour l'étude de la protection de l'aménagement de la nature dans le sud-ouest, donc la CEPANSO. Et il y avait aussi d'autres requérants, notamment les Amis de la Terre aussi, qui ont déposé un mémoire. Donc, qui ont demandé au tribunal administratif d'annuler notamment la délibération du 13 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Mimizan a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune en tant que ce document classe le site du parc d'hiver en zone à urbaniser. Je rappelle que cette zone, elle était déjà dans le POS, elle était déjà constructible, on pouvait déjà l'urbaniser. Mais bon, dans la révision du POS en PLU, déjà, ça avait été attaqué. Donc, ça a été la délibération du 13 juin 2019, donc, par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé la création de la zone d'aménagement concerté du parc d'hiver, donc la ZAC. Là aussi, ça a été attaqué. La commune s'est défendue et donc a présenté des mémoires en défense enregistrées le 12 décembre 2019, puis le 14 février 2020 et enfin le 1er septembre 2020. Donc on a fait la mandature précédente et nous, dans cette mandature, on a suivi ce dossier et on a essayé de défendre la collectivité. Donc il y a eu un premier jugement le 3 août 2022 donc, par le tribunal administratif de Pau qui a annulé la délibération du 13 décembre 2018
en tant que le plan local d'urbanisme de Mimizan classe le site du parc d'hiver en zone AU, donc constructible. Le tribunal considère que le site du parc d'hiver doit être considéré comme un espace boisé significatif avec un grand intérêt écologique. Le tribunal enjoint à la commune à réexaminer ce classement. Donc de ce premier jugement, la commune a fait appel. Donc on a décidé d'interjeter appel donc, le 10 novembre 2022 du premier jugement du tribunal administratif en défendant que les caractéristiques particulières du site boisé n'ont pas été suffisamment prises en compte. Il comporte en réalité deux secteurs avec des caractéristiques bien distinctes, l'un composé de paires maritimes destinées à l'exploitation forestière, l'autre composé d'une chaînée abritant une faune caractéristique du littoral, qui est d'ores et déjà protégée par le classement en zone naturelle du PLU et qui ne sera donc pas concernée par le projet. Je vous rappelle, sur la zone, il y a une partie chaînée qui était déjà espace boisé classé, donc elle était inconstructible. Et après, il y avait toute une partie où il y a des paires maritimes plantées qui font partie notamment du plan de gestion de la commune qui est contigu à cette chaînée. Voilà. Tout autant préoccupée par l'environnement, par les besoins sociaux et de logement, la collectivité souhaitait démontrer qu'un projet d'aménagement raisonné et prudent de ce site, en rupture avec celui qui était présenté précédemment, était parfaitement compatible avec les objectifs de réduction de consommation foncière et les enjeux de développement durable. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'on avait un projet, on limitait la construction par rapport au premier projet qui avait été proposé. Donc, la décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, donc par la décision en date du 11 mars 2025, donc la Cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'annulation partielle du PLU concernant le classement du site du parc d'hiver, rejetant l'appel de la commune de Mimizan. Donc, qu'est-ce qui restait à la collectivité pour continuer les recours? On peut aller jusqu'au Conseil d'État. Donc, on a fait un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Donc, on demande au Conseil d'État de annuler la décision de la Cour administrative car elle estime que la Cour a insuffisamment motivé son arrêt, faute d'avoir précisé sur quel élément elle se fondait pour juger que la chaînée du parc d'hiver était répertoriée comme un milieu nécessaire au maintien des équilibres biologiques en raison de la présence d'espèces animales protégées et d'espèces végétales rares, et en jugeant que la chaînée du parc d'hiver constituait un espace remarquable. Elle estime également qu'à supposer même que la chaînée accolée à la pinède du parc d'hiver présente des enjeux de conservation des espaces végétaux et animaux significatifs, la Cour a commis une erreur de droit en se fondant sur la seule continuité de cette pinède avec un espace remarquable pour estimer qu'elle présentait elle-même le caractère d'un espace remarquable, sans rechercher si une telle protection était nécessaire à la préservation des équilibres biologiques de la chaînée. C'est cet argument de la Cour d'appel administrative de considérer que le parc d'hiver constitue un espace remarquable et devant être apprécié dans sa globalité, chaînée plus pinède, car formant une unité paysagère caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral atlantique à préserver, qui est contesté par la commune. Donc on contestait le fait qu'on prenne dans la globalité la chaînée et la pinède. Donc par décision du 7 novembre, donc c'est récent, le pouvoir de la commune n'a pas été admis par le Conseil d'État. Voilà, ce qui rend le terrain inconstructible, qui va nous obliger à lancer la révision du PLU. Donc les conséquences de ces décisions. Aujourd'hui, les voies de recours sont épuisées, les projets d'urbanisation sur ce site ne seront pas envisageables et la commune doit donc finaliser le travail de la révision du PLU en vue de revoir le classement de la zone parc d'hiver qui aujourd'hui n'est plus couverte par le PLU. Parallèlement, elle doit travailler pour retrouver du foncier à urbaniser pour répondre aux enjeux cruciaux de construction de logements sur le territoire. Et je rajouterai de construction sur le territoire de résidence principale, où on a vraiment un déficit où les gens n'arrivent pas à se loger pour venir travailler sur Mimizan. L'autorisation de défrichement qui avait été aussi accordée par l'État pour permettre la réalisation du projet de construction a été également annulée.
Donc, par délibération, donc en date du 19 décembre 2019, alors même que les procédures, c'est ça qui est compliqué pour nous, et on va voir sur quoi ça va déboucher. Donc, par délibération en date du 19 décembre 2019, alors même que les procédures avaient été engagées en vue de l'annulation du PLU et de la ZAC, la commune a malgré tout pris la décision de vendre les macro-lots de la ZAC à différents promoteurs et a décidé de procéder à la signature de promesses de vente. Donc, on a mandaté notre avocat qui aujourd'hui analyse la situation pour savoir quelles sont les conséquences des décisions de justice sur ces actes. Le fait qu'on ne peut plus construire et qu'on ait des promesses de vente qui ont été attribuées. Voilà, c'est ça maintenant qu'on va devoir traiter. Donc voilà, ce n'est pas une situation, enfin on va voir ce que ça va donner, mais quand on disait de faire attention sur les délibérations qu'on prenait, notamment sur les ventes de terrain, je pense qu'à l'époque, il aurait été prudent et raisonnable d'attendre que les recours soient épuisés, de voir ce que la collectivité pouvait faire ou pas sur le parc d'hiver, parce que maintenant, concrètement, on se retrouve avec des terrains avec des promesses de vente, et quid de leur gestion. Voilà ce que j'avais à dire, et pour informer tout le monde par rapport à cette situation parc d'hiver. C'est 17 hectares, hein, donc 13 constructibles. La collectivité actuellement ne possède plus qu'une OAP sur la partie Gombo, qui pose apparemment difficulté sur la partie environnementale aussi. Donc ça veut dire que la commune actuellement a quelques petites poches, mais rien du tout en matière de constructibilité, de terrain constructible. Donc il va falloir qu'on prescrive le fait de réviser, de faire une révision de notre PLU pour qu'on puisse retrouver des terrains constructibles pour notre commune et qu'on puisse pouvoir construire pour les gens qui en ont besoin. Voilà. Voilà dans quelle situation où on est. Voilà, c'était pour mon information. Alors après, s'il y a des gens qui veulent intervenir avant de partir sur l'ordre du jour, la parole est ouverte. Oui, Guy ? Non, mais je voulais dire tout simplement que cette parcelle, la commune a pu l'acquérir en 2005 par un échange de terrain avec l'ONF. Coût de l'opération, 2 800 000 euros. Ça a coûté une fortune, cet intérêt qui a coûté une fortune à la collectivité. Si on regarde tous les projets qui se sont succédés, moi je dis que c'est vraiment dommage d'arriver à cette situation-là, parce que j'aimerais connaître le coût total de ce terrain, de toutes les études qui ont été réalisées. C'est énorme. Moi, je l'ai estimé à peu près à 7-8 millions d'euros. Mais bon, je peux me tromper. Pour zéro. Pour rien. Alors sur la petite partie parc d'hiver, c'est pas, enfin on verra, mais c'est pas. Donc je rappelle qu'il y avait eu différents projets avec les différentes équipes municipales qui se sont succédées. Hein. Quand il y a eu les échanges, ça a permis de reprendre possession du camping, d'avoir les Ournailles et le casino, cette partie-là qui a été construite. Le casino. La partie parc d'hiver, eh bien, il y a eu au moins 2 projets à ma connaissance. Il y a eu le centre d'interprétation du bois, donc un musée qui faisait écho à Marquez, mais sur le bois, sur la filière bois. Après, il y a eu une cité du sport qui a été définie. Après, il y a eu sur la cité du sport, sur des terrains, il y avait eu aussi envisagé les logements, je ne sais plus comment ça s'appelle, la formule d'habiter autrement et de construire en collectif l'habitat partagé. Il y avait eu ça aussi. Et après, ça a décliné sur la ZAC, qui a cristallisé pas mal la population sur cette création de ZAC et sur le nombre, c'est plus de 300 logements sur ce terrain-là. Mais bon, on se trouve en difficulté parce que la collectivité, elle a plus de terrain. Donc il va falloir qu'on réagisse sur la prescription d'un nouveau et de la révision du PLU.
Et ce que je rappelle, moi, ce qui me fait réagir, c'est surtout les promesses de vente qu'il y a derrière et les promesses de vente entre les deux tours des élections. Hein. Si je vais au fond des choses, si je... Bon, voilà. C'est là que je suis plutôt en colère de ce qui s'est passé. Voilà. En tout cas, il va falloir qu'on le gère collectivement. Marie-France ? Oui, moi je veux juste rappeler aussi que donc effectivement, malgré le recours en 2019, il y a eu des promesses de vente et qu'ensuite, nous en 2021, à l'urbanisme, on a eu à instruire d'un promoteur une déclaration préalable sur un lot et un permis d'aménager. Et que on a refusé la déclaration préalable et le permis d'aménager, que le promoteur nous a fait un recours sur notre refus, que ça a été au tribunal administratif de Pau, qu'au tribunal administratif de Pau, la collectivité a gagné au tribunal administratif de Pau, et qu'ensuite il y a eu un recours à Bordeaux et que la collectivité a encore gagné. Donc ce qui veut dire que en 2000, le jugement a été rendu en mars 2025, hein, le jugement de la Cour de Bordeaux, pardon. Ce qui veut dire que heureusement que nous, on a refusé l'EDP et le permis d'aménager, parce qu'on pourrait se retrouver aujourd'hui avec des constructions sur ce terrain inconstructibles. Donc voilà, donc il y a deux gestions des affaires publiques. Et moi, ce qui me fait vraiment râler, c'est que, incidemment, je sais qu'on se renseigne pour savoir s'il y a des recours à l'urbanisme, naïvement, sans aucune arrière-pensée. Mais en fait, là, ce qu'on gère, les plus lourds recours qu'on a à gérer, c'est l'héritage de nos prédécesseurs et c'est sur des terrains de la collectivité. Alors que les recours qu'on gère à l'heure actuelle sur l'urbanisme, c'est des recours sur des terrains privés. Voilà. Donc, voilà les deux gestions différentes de terrains publics. Et heureusement qu'on a arrêté l'ADP, le permis d'aménager, parce qu'on pourrait se retrouver dans une situation encore bien plus difficile. Voilà. Et je vais continuer, parce que si on parle des recours sur les domaines publics, on ne va quand même pas faire sans parler de la T111 et T02 vers les lits stations, du coup, où là, pareil, il y avait un recours sur la constructibilité du terrain, donc la collectivité a perdu, mais entre-temps a accordé un permis de construire, ce qui tu reviens à dire. Et là, la collectivité qui a autorisé un permis de construire, alors c'était l'autre mandat, on se retrouve avec le promoteur qui réclame plus de 4 millions d'euros à la collectivité pour préjudice, parce qu'il ne peut pas vendre les appartements qu'il avait prévus et dont il bénéficie d'un permis. Et donc là, on attend le jugement. Ça encore, c'est quelque chose qu'on t'a parlé de deux gestions différentes, voilà. C'est exactement le même profil. Tant qu'on a un recours, on n'attribue pas un permis, on attend. Voilà, c'est malheureusement, donc on ne sait pas ce que ça va donner, ce recours, parce qu'il n'a pas été jugé. Mais en tout cas, le promoteur, il a un permis et il ne peut plus construire. On va voir ce que va décider le juge. David ? Oui, moi je voudrais revenir un peu sur l'intervention de Guy, où je trouve quand même un peu fort là qu'on vienne nous dire que ça a coûté un argent terrible, avec tout ce qu'on a rappelé là. La Cité des Sports, avec soi-disant plein de professionnels qui devaient venir et tout, c'était quand même votre campagne 2008. Et après, dans la dernière campagne, c'était un projet avec 350 logements. Hein. Donc, à un moment donné, et je rajouterai qu'il y a même des sous-seins qui ont été signés entre les deux tours, si je ne dis pas de bêtises. Donc, oui, effectivement. Après, Frédéric l'a très bien rappelé, c'était un lot global
qui a fait l'objet d'un achat de forêt à Trinsac pour faire un échange avec l'ONF. Donc après, revenir sur ce petit morceau et dire que ça a coûté, et je te garantis, ça va encore nous coûter. D'autres. Donc on va voir comment va se terminer le potentiel recours sur les ventes de terrain et le recours sur la T111-002 que j'ai failli oublier. Je vous propose de passer à l'ordre du jour. Du coup, on va continuer. Donc là, je vais laisser la parole à Marie-France. Ça concerne le lotissement communal où on avait délibéré, et je vous rappelle, sur les terrains, on avait fait en sorte de faire baisser le coût du mètre carré en prenant plus de 80 000 euros sur l'opération, et qui donnait un tarif de 160 euros le mètre carré. Et on se demandait est-ce qu'on allait avoir des acheteurs ou pas, et apparemment on en a eu plus que de terrain, donc c'est une bonne chose. Maintenant il faut que ça aille jusqu'au bout, et je laisse la parole à Marie-France. Merci. Donc le lotissement des prés, vente du lot numéro 1. Alors je vous rassure, on va faire celui-là en parlant des clauses antispéculatives, et puis après pour les 7 autres on ira directement en bas et à la délibération, donc soyez rassurés, soufflez, ça ne va pas être si long, mais c'est quand même important qu'on discute de ce dossier, et notamment du cahier des charges des clauses antispéculatives. Donc, rappelez que le lotissement en Després est constitué de 8 lots à bâtir, que nous avions délibéré à 160 euros TTC du mètre carré, et que nous avons donc, la collectivité a décidé de supporter un déficit de plus de 80 000 euros sur l'aménagement de ce lotissement. Donc, de ce fait, nous avons adjoint à ce cahier des charges des clauses antispéculatives. Je dirais que ces clauses antispéculatives ont été discutées 2 fois en commission d'urbanisme, et que je crois que nous sommes arrivés à un consensus. Donc je remercie toutes les personnes qui se sont exprimées. Donc sur les clauses antispéculatives, c'est important quand même de bien rappeler les choses, puisque je vous rappelle que notre politique, c'est de favoriser la résidence principale. Donc, le dispositif antispéculatif envisagé consiste à affecter l'acquisition du bien à la résidence principale de l'acquéreur, d'interdire la possibilité de revendre le bien pendant une durée de 7 ans à compter de son acquisition, sauf dans les cas précisés dans la convention et sous réserve d'obtenir l'agrément préalable de la commune sur les modalités de la vente. En cas de revente du bien pendant le délai de 7 ans, d'interdire la réalisation d'une plus-value immobilière sous peine d'application de sanctions économiques. Ce dispositif est donc la contrepartie de l'effort consenti par la collectivité pour réduire le coût au mètre carré du lot acquis. La commune donc a accepté de supporter ce déficit de 80 000 euros. Donc les causes d'inaliénabilité, je ne le dirai plus. L'article 1, donc conserver le bien pendant une durée de 7 ans à compter de la signature de l'acte authentique. Occuper le logement à titre de résidence principale pendant ces 7 ans. Tout type de location annuelle ou saisonnière est strictement interdit. L'acquéreur ne pourra devenir propriétaire que d'un seul lot. Toute division d'un lot est strictement interdite. Un lot, une seule construction, un seul logement, une résidence principale. Ensuite, l'article 2, si l'acquéreur initial décide de vendre avant l'expiration de la période des 7 ans, lors de la survenue d'un cas de force majeure, résultat de changement de situation familiale ou professionnelle, ne permettant pas à l'acquéreur de se maintenir dans le logement, bien sûr,
Dans ce cadre-là, son dossier sera étudié et accepté. Il y a donc les exceptions. Donc, il s'agit notamment de la séparation ou du divorce, d'un décès du propriétaire ou copropriétaire de son conjoint ou d'un des enfants, d'une mutation professionnelle ou de changement de travail du propriétaire ou du copropriétaire à plus de 30 km, de la perte d'emploi ou chômage de longue durée, la survenue d'une invalidité ou bien sûr, l'impossibilité d'occuper le logement ou entraînant la diminution importante des revenus du ménage. Et tout autre cas non prévu dans la présente liste sera soumis à l'appréciation souveraine de la commune. Il est bien sûr, il n'est pas question, bien sûr, de mettre les gens dans la difficulté. On souhaite effectivement favoriser la résidence principale, mais on connaît les accidents de la vie. Et donc, c'est pour ça qu'on vous propose ces exceptions et que si on en oublie, elles seront étudiées au cas par cas. Le propriétaire du bien s'engage à obtenir l'agrément de la commune, donc préalablement à la mise en vente de tout lot ou maison. Le droit de préférence. Si l'acquéreur vend un lot non bâti, toujours dans le cadre de notre politique de l'habitat, la commune sera bénéficiaire d'un droit de préférence qui commencera à courir à compter de la réception du courrier recommandé. La commune s'engage à répondre rapidement aux propriétaires sous 2 mois et cette propriété sur la vente s'exercera directement envers la commune demi-misant d'une indemnité égale au montant de la plus-value réalisée par celui-ci et à l'avantage indûment perçu lors de l'acquisition. La commune pourra ainsi acquérir le lot non bâti par préférence à tout acquéreur. Par contre, dans le cadre d'un lot bâti, le droit de préférence ne sera pas exercé par la commune. L'acquéreur pourra céder son bien dans le respect des autres dispositions prévues dans la convention. Si le prix de vente excède le prix d'acquisition initial, terrain plus construction plus aménagement de l'immeuble, le propriétaire sera redevable à la commune d'une indemnité correspondant à 50% du montant de la plus-value la première année et dégressive de 5% par an jusqu'à la fin des 7 années. Donc, vous avez un exemple dans les annexes. Ce qui, par exemple, si coût d'acquisition du terrain 50 000 €, coût de la construction 130 000 €, coût d'aménagement de la construction 10 000 €, coût total 190 000 €. Si le propriétaire vend dans la première année son bien à 200 000 €, bien, la collectivité recevra 50% de la plus-value. Voilà. Ensuite, bien sûr, à la fin de la période des 7 ans, à compter de la signature de l'acte authentique, la clause antispéculative deviendra caduque et la mairie n'aura plus aucun droit de regard sur la revente du bien. Voilà un petit peu ce sur quoi je voulais insister sur les clauses antispéculatives. Donc, considérant les dossiers de candidature réceptionnés en mairie au nombre total de 12, considérant que la commission d'attribution réunie le 13 octobre 2025 a décidé d'attribuer le lot numéro 1 d'une superficie d'environ 405 mètres carrés à Madame Vincent Caroline ayant manifesté son intérêt pour ce lot, étant précisé que la surface du lot sera définitive après bornage contradictoire. Considérant l'accord en date du 11 novembre 2025 de Madame Vincent Caroline de poursuivre le processus d'acquisition du lot attribué, il est proposé au conseil municipal de vendre à Madame Vincent Caroline, domiciliée 138 rue Edmond-Rostand à Mimizan, le lot numéro 1 d'une superficie de 405 mètres carrés au prix de 160 € le mètre carré, TVA comprise, de dire que Maître Péguet, notaire à Bordeaux, assistera la commune pour la signature de tous les actes notariés, de dire que le cahier des charges des clauses antispéculatives annexées à la présente note sera annexé aux actes notariés, de dire que les frais relatifs à la régularisation de la vente seront la charge de l'acquéreur et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte de vente et tout acte afférent à ce dossier. Merci Marie-France. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qui a été dit, notamment les clauses antispéculatives et après sur la vente proprement dite? Non.
Donc, donc là, on va acter la vente donc, à Madame Vincent et après, on va lister tous les autres. D'accord. Et donc, qui est pour la vente à Madame Vincent? Merci. Donc, peut-être rappeler que sur l'attribution, il y avait des clauses aussi, donc primo-accédant, famille, enfant, voilà. Travail à la maison. Donc tout ça, ça avait été discuté déjà. Donc en fait, là, on vous a mis la vente par lot de 1 à 8. Voilà. Donc la vente du lot numéro 2, donc on va directement, c'est de vendre ce lot numéro 2 à Monsieur Versini Thibault et Madame Mano Sandra, qui ont manifesté leur intérêt pour ce lot et qui nous ont répondu favorablement le 19 novembre 2025 pour poursuivre le processus d'acquisition du lot attribué. Donc là, c'est le lot numéro 2. Je vous propose de passer au vote, donc qui est pour attribuer le lot. Merci. Donc, la vente du lot numéro 4. Attendez, non, c'est ça. C'est ça. Alors, la vente du lot numéro 4, donc, à Monsieur Onsin Adrien et Madame Boll Julia, qui nous ont confirmé en date du 7 novembre 2025 vouloir poursuivre le processus d'acquisition du lot attribué. Donc, on passe au vote qui est pour cette vente. Merci. La vente du lot numéro 5 à Monsieur Dubarry Kevin et Madame Lopez Sarah, qui nous ont confirmé en date du 11 novembre par mail vouloir poursuivre le processus d'acquisition du lot attribué. Donc, pareil, qui est pour. Merci. Ensuite, le lot numéro 6, de vendre donc à Monsieur Darocha Thomas et Madame Leclerc Elsa, le lot numéro 6, et ils nous ont confirmé le 19 novembre 2025 vouloir poursuivre le processus d'acquisition du lot attribué. Donc, pareil, qui est pour. Merci. Ensuite, le lot numéro 7 à Monsieur Jaz Pascal et Madame Scherer Anne-Sophie, qui, eux, nous aussi, nous ont confirmé en date du 13 novembre 2025 vouloir poursuivre le processus d'acquisition du lot attribué. Donc là, qui est pour. Merci. Lot 8. Et le lot numéro 8 à Madame Boineau-Jordan et Madame Béreille Aurélie, qui nous ont confirmé leur intérêt le 12 novembre 2025. Donc voilà, qui est pour la vente. Très bien, merci. Donc si j'ai bien vu, il manque un lot. Il manque un lot parce que un couple de personnes, on les a un peu pris de court et donc ils nous ont demandé un petit délai de réflexion en fait, parce qu'il faut savoir que tous les gens qu'on a contactés par téléphone, sur les 8, il y en a 4 qui ont déjà leur accord quasi des banques et que ce dernier couple nous a demandé encore un temps de réflexion pour poursuivre leur projet. Donc on leur a accordé et peut-être que lors du 16 décembre, on votera pour ce dernier lot. Ok, merci. Donc on va passer au point 8 qui est le bilan de la concertation et l'arrêt du projet de la révision allégée numéro 1 du plan local d'urbanisme. Marie-France. Donc, on va parler du bilan de concertation et de l'arrêt du projet de la révision allégée numéro 1 du PLU. Donc, juste un petit peu d'historique. Le projet de révision allégée numéro 1 du PLU est actuellement en cours et porte sur la mise en compatibilité des espaces remarquables littoraux avec le SCOT. En date du 13 mai 2025, le Conseil municipal a engagé et précisé les modalités de concertation de la révision allégée numéro 1 du PLU. La mise à disposition au public du dossier a donc été réalisée durant toute la durée des études par la mise en place d'un registre consultable et disponible en mairie.
une réunion d'information en présence des personnes publiques associées et une réunion publique ont été organisées le 7 novembre 2025. Donc, je vous rappelle que nous souhaitons faire évoluer notre document d'urbanisme afin de rendre compatible le PLU et le secteur de la plage avec le SCOT du Born concernant la délimitation des espaces remarquables au titre de la loi littorale. La plage au droit de Mimizan est aujourd'hui une plage urbaine avec des constructions existantes et 6 cabanes de plage temporaires destinées à la petite restauration et faisant l'objet d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public en période estivale. Ces équipements sont classés aujourd'hui en zone NER. La modification du PLU sous la forme d'une révision allégée consiste à créer un sous-secteur, secteur naturel plage NPL, d'une surface de 9,16 hectares, destiné à délimiter la plage urbaine de Mimizan. Cette procédure a pour objet des changements au sein du règlement écrit et du règlement graphique en introduisant donc ce nouveau secteur. Seules les plages au droit de la zone urbaine de Mimizan-Plage sont concernées par cette révision, l'objectif étant de traduire dans le PLU le caractère urbain de ces plages. La plage de l'Especier au sud de la commune n'est donc pas concernée. Et je vous rappelle aussi que le linéaire de plage concerné est de 1,6 km sur un total linéaire de 16 km. Donc, le vendredi 7 novembre a eu lieu en amont de la réunion publique, une réunion avec les personnes publiques associées. Les principales évolutions du PLU ont été présentées et de nombreux échanges ont eu lieu, notamment avec les services de l'État et le SCOT du Born, afin d'amender le dossier sur les points suivants: nombre maximal de cabanes à fixer dans le règlement écrit, enjeux environnementaux et existence du plan plage. Il a été ensuite organisé une réunion publique à 18h dans les locaux de l'Office du tourisme. Cette réunion a réuni à peu près 35 personnes. Monsieur le maire Frédéric Pomarès, accompagné de Thibaut Vaillant du bureau d'études Artelia, ont présenté l'objet de la révision. Et par exemple, il a été rappelé que l'objet de la révision est de rendre compatible le secteur de la plage au droit de la zone urbaine de Mimizan-Plage avec le SCOT, afin de prendre en compte le caractère urbain de la plage, ses aménagements, ses reprofilages, dont on sait qu'il va falloir les faire, la présence de cabanes de plage et de surf. Donc, il y a eu ensuite des questions et les échanges ont été très intéressants. Et il a été, à la fin de cette journée, il y a eu une synthèse et les apports de la concertation. Et donc, la concertation a permis d'amender le dossier de révision allégée sur les points suivants: la réduction de la hauteur maximale des cabanes à 3,50 m, l'ajout d'une disposition dans le règlement écrit pour imposer l'installation des cabanes sur pilotis et un nombre maximal de cabanes fixé à 6. Donc ça, c'était la concertation. Donc je vous donne donc je vous parle maintenant ce que vous avez vu en dossier annexe du dossier lui-même de révision, donc il fait 80 pages. Donc j'espère quand même que, même si l'urbanisme, on n'est pas tous passionnés au même degré, j'espère quand même que vous en avez pris connaissance, même si vous l'avez survolé. Et vous avez pu voir que c'est un dossier qui est assez complet. Et je tiens à féliciter le bureau Artelia et son représentant qui a fait un gros travail. Et je tiens aussi à remercier Aurélie et Anne au service de l'urbanisme qui ont participé à l'élaboration de ce dossier. Donc, vous avez vu aussi qu'il y a eu une étude environnementale intéressante, que la MRAE a donné un avis positif sur ces cabanes de plage. Et donc, on va insister juste parce que sur ce qui est intéressant, en fait, c'est que
Je vous rappelle que ce sont des modifications du règlement écrit. Donc, je ne vais pas tout vous relire, hein, mais donc, vous avez bien compris qu'on crée un nouveau secteur, le secteur NPL, et que sur ce secteur, et c'est ça qui est important, parce que on parle de plan plage, on parle de cabane de plage, donc il faut qu'on sache ce qu'on a le droit de faire dessus, et c'est en accord avec les services de l'État, hein, donc c'est très important. Donc, dans le secteur NPL, sur ce site, sont uniquement autorisés lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les centres équestres, ni cimentés ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune, les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité, tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public. Les constructions ou installations à condition qu'ils soient nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ou ouvrages de raccordement au réseau public de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables. Les travaux et aménagements, à condition qu'ils permettent de lutter ou de réduire le risque d'érosion dunaire, de recul du trait de côte, de mouvement de terrain, de submersion ou d'inondation. La rénovation des bâtiments existants, à condition qu'elle ne soit pas interdite par l'application des dispositifs du règlement du PPRL. Il faudra corriger le N et le L dans le page 30. Notamment dans les zones d'aléas forts aux risques littoraux. Sous ces réserves qu'ils s'insèrent bien dans le site, que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, qu'ils permettent un retour à l'état naturel des sites et qu'ils obtiennent, le cas échéant, l'autorisation d'occupation temporaire de la part des services gestionnaires du domaine public de façon ponctuelle, les installations et constructions légères démontables ou installations temporaires liées à la petite restauration durant la saison touristique, dont le caractère est temporaire et précaire et dans une limite de 150 mètres carrés d'emprise au sol par installation, 50 mètres carrés par bâti et 100 mètres carrés par terrasse couverte. Le nombre de cabanes de plage dont la présence est non liée à l'eau, petite restauration, est limité à 6. Donc je tenais à lire ça parce que on a eu quelques discussions, quelques échanges sur les cabanes de plage, leur emprise au sol, etc. Donc là, ça sera délimité et on est tous d'accord. Comme ça, c'est écrit et il n'y aura pas de doute par rapport aux cabanes de plage qui sont installées ou en bas ou en haut de dunes. Donc ça me paraissait important. Et j'insiste, dernier point, après j'arrête de parler. On rappelle aussi l'emprise au sol des constructions, et notamment les installations et donc les cabanes de plage, par la hauteur, puisque ça aussi, ça a été un sujet qui a été débattu, qui sera de 3,5 mètres à l'égout par rapport au sol naturel. Et les cabanes de plage situées sur le sable seront obligatoirement installées sur pilotis pour assurer leur stabilité, notamment en cas de forte marée. Donc je tenais à lire tous ces éléments pour que tout le monde soit rassuré. Il n'y a pas que les cabanes de plage, vous avez bien noté que ça nous permettra aussi de reprofiler la dune, etc. Et que sur les cabanes de plage, il n'y aura aucune dénaturation du site, que les emprises seront limitées. Donc, je reviens à la délibération. Au vu de ces éléments et après avis de la commission d'urbanisme du 24 novembre 2025, il est proposé au conseil municipal d'arrêter le bilan de la concertation tel qu'annexé à la présente délibération, d'arrêter tel qu'il est annexé à la présente délibération le projet de révision allégée numéro 1 du PLU de la commune de Mimizan. Conformément aux articles R153-20 et R153-21 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant 1 mois et d'une mention dans un journal diffusé dans le département. Le dossier de révision allégée numéro 1 du PLU sera soumis à un examen conjoint auprès des personnes publiques associées
et la présente délibération sera transmise aux personnes publiques associées telles que définies aux articles L132-7 et suivants du Code de l'urbanisme. Merci Marie-France. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions sur ce dossier? Non, je vais vous dire 2 mots alors quand même, parce que c'est pas un petit dossier. Ça fait quand même quelques années qu'on est dessus avec les services de l'État pour différentes raisons. Notamment, la première, c'est les cabanes de plage, les petites restaurations qui font quand même l'attractivité de Mimizan, en tout cas des villes littorales. Hein. C'est Mimizan qui se retrouvait un peu seul au monde sans pouvoir avoir des cabanes de plage sur la restauration, alors qu'il y a des collectivités qui en possèdent, hein, donc qui ne sont pas embêtés par rapport à leur PLU. Alors nous, on avait cette zone d'espace remarquable N, zone N, espace remarquable, qui nous embête. Quand on regarde le SCOT ne définit pas sur toute la côte cette zone naturelle, espace remarquable, mais la définit comme une zone naturelle. Donc c'est pour ça qu'on se met en conformité, et du coup, ça nous permettra de pouvoir accepter les cabanes de restauration, mais dans des proportions qui étaient jusque-là, enfin le nombre qui était attribué, pas plus de 6. Donc c'est ça aussi, c'était pour rassurer tout le monde. Hein. On ne veut pas multiplier, on veut rester par rapport à l'état actuel en nombre de cabanes. Voilà. Et après, ce que a dit Marie-France, qui est très important, c'est qu'on est en train de travailler avec l'ONF, notamment en tant qu'un peu maître d'œuvre, et après, derrière, on va enclencher les procédures. C'est sur le reprofilage de la dune, notamment le reprofilage de la dune sud, qui par endroit est monté à plus de 3 mètres de haut, et qu'il va falloir reprofiler pour qu'on évite d'avoir le sable dans la rue, hein, et qu'on puisse contenir le sable sur la dune et en pied de dune. Voilà. Donc il y aura tout un programme de travaux qui va arriver. Donc le fait d'avoir et de considérer ces plages comme plages urbaines qui sont anthropisées, c'est-à-dire que l'homme intervient dessus et que c'est pas un espace remarquable comme peut l'être la dune après la dune sud, où là c'est la nature qui fait ouvrage toute seule. Là, il y a le main de l'homme qui travaille et qui entretient la dune pour protéger notamment toutes les constructions qu'il y a derrière. Donc c'est pour ça qu'avec les services de l'État, on a pris cette option de considérer ces plages urbaines et de changer la modification du zonage. Voilà, donc les parties publiques associées étaient d'accord avec nous, et c'est un long travail qui a été mené notamment avec la DDTM sur ce sujet-là pour trouver une solution. Maintenant, il y aura l'enquête publique, donc c'est pour ça qu'on le vote aussi maintenant, c'est pour pouvoir lancer l'enquête publique et qu'on ait une partie de l'enquête publique qui se déroule pendant les vacances, que les gens qui viennent en vacances puissent aussi se prononcer, les gens qui ont le résidence secondaire sur le sujet. Voilà, c'est pour ça qu'on a précipité un peu ce conseil ce soir. Donc reprofilage qui est important, et dont on aura en 2026 des propositions faites par l'ONF pour l'entretien de la dune. En parallèle, on a lancé aussi la maîtrise d'œuvre, l'étude du plan plage, donc c'est-à-dire l'aménagement, je rappelle, l'especier, parking plus poste de secours, parce que le poste de secours actuellement dans le bâtiment de l'armée pose problème de vision, donc, et de salubrité aussi. Donc il y a tout ça à travailler. Donc dans le plan plage, il y a la cabane de poste de secours, mais il y a aussi un travail, parce qu'on n'est pas dans la zone urbaine, mais on a une fenêtre de tir par rapport à la petite restauration à coller au bâtiment poste de secours. Donc ça va être travaillé, parce que c'est quand même l'especier plage isolée, de ne pas avoir de service, ça pose problème quand même. Et donc il y aura le haut on aura une proposition, et le parking qui devra être réaménagé, donc au niveau sur le terrain de l'ONF,
Donc ça, c'est le sud, l'Especier. Le sud, c'est le parking sud qu'il va falloir réaménager et le haut de plage qui va être réaménagé dans le cadre aussi du recul du trait de côte. Donc il y aura des modifications de profil. Et l'autre côté, côté nord, donc le parking nord qui est sous-utilisé, qui est très peu connu, qui n'est pas matérialisé en fait au niveau affichage, voilà, qui est pas bien, comment dire, fléché. Donc là, il y a tout un travail là-dessus, à pouvoir amener les gens sur ces parkings parce qu'il y a de la place. Donc il y a un réaménagement aussi avec l'ONF sur ces parkings-là. Et comme on amène les gens sur ce côté nord, c'est peut-être aussi envisager un poste qui va surveiller, qui sera prêt aussi. Si on amène les gens par là, c'est que derrière, on les amène sur la plage. Donc il va peut-être falloir travailler aussi sur le poste qui a Remember, là, pouvoir peut-être le décaler un peu plus au nord. Donc voilà, c'est ça l'objet du plan plage. Donc, donc les services de la région et de la commune sont en train, et de la commande publique sont en train d'analyser les offres et donc on aura un groupement derrière qu'on devra choisir pour travailler sur ces 3 zones. Voilà ce que j'avais à dire sur les aménagements plage et dunes. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer donc, au vote et d'arrêter le bilan de concertation tel qu'il a été présenté. Oui, on peut voter. Tout le monde est d'accord. Je vous remercie. Et on va passer au point 9. Et je vais laisser la parole à Thierry Coll sur la pension de famille. Depuis maintenant 4 ans, la commune travaille avec Caritas sur le projet de création de 22 places de logement accompagnées de type T1 en pension de famille dans un collectif pour 22 personnes. Aujourd'hui, cette opération va rentrer dans sa phase opérationnelle avec un début de chantier prévu en janvier 2026 sur le terrain situé route Noire, cadastré section AT 191 d'une superficie de 2295 m². L'opération consiste en la construction d'un bâtiment en 2 parties, l'une comprenant 22 T1 de 22 m² et l'autre concernant les espaces communs d'une superficie de 159 m². Les 2 parties sont reliées par une circulation centrale. L'intégration paysagère et architecturale du projet ont été approfondies, tant en conception que dans l'utilisation de matériaux naturels par l'architecte, permettant la réalisation d'un projet qualitatif. La partie immobilière du projet est portée par le bailleur XL Habitat et la structure sera gérée par Caritas. La commune vient en soutien de cette opération en mettant à disposition de XL Habitat le terrain d'assiette via la signature d'un bail amphithéotique d'une durée de 60 ans. La collectivité consent cette mise à disposition à titre gratuit puisqu'elle sera rétrocédée à l'issue du contrat l'ensemble des immeubles construits par le bailleur. Le projet de bail amphithéotique est joint à la présente note ainsi que l'avis des domaines afférents. Il convient également de préciser que le bureau communautaire du 26 novembre a validé, dans le cadre du règlement d'intervention de la communauté des communes en faveur du logement locatif social, le principe d'attribuer une subvention d'un montant de 77 000 € pour la réalisation de cette opération. Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver le principe de conclure avec XL Habitat un bail amphithéotique pour la réalisation du projet immobilier tel que ci-dessus décrit. Approuver les termes du bail si annexé et autoriser Monsieur le maire à signer ce bail et tout document afférent à ce dossier. Donc en fait, c'est l'aboutissement là aussi d'une procédure qui a duré un certain temps et qui a été travaillée avec une réunion publique où a été présenté le projet. Oui, et pour compléter ce que tu dis, Thierry, ça a été même amorcé même avant nous, hein, parce que Monsieur Plantier, enfin l'équipe Plantier, vous aviez reçu à l'époque Caritas qui avait ce projet.
Et donc c'était avant les élections, après il y a eu les élections. Et c'était donc il avait eu déjà la faveur, l'avis favorable de la collectivité, donc même antérieurement, mais il manquait de trouver le terrain et donc on s'est rabattu sur ce terrain-là. Donc ça va donner des solutions pour des gens voilà, qui en ont besoin, avec Caritas qui va suivre les dossiers et où il y aura 2 personnes qui vont animer et qui vont être là pour s'occuper des personnes voilà, qui seront sur cette pension de famille. Voilà. Je rappelle aussi que dans le cadre du PLH, programme local de l'habitat, c'était aussi cette pension était aussi un des éléments qui fait partie du PLH, donc on a déjà validé. Et donc là, on avait déjà vu aussi présenter les différents, enfin, la construction et le projet de construction qui a été présenté aussi en conseil. Donc là, maintenant, c'est juste finaliser le terrain, le bail amphithéotique pour que la construction puisse débuter. Voilà. Voilà quelques précisions. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Donc, pour le bail amphithéotique de 60 ans, voilà, attribué. Je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé. Je vous remercie de votre participation. Hein. Ça va alléger le prochain conseil, en fait. Hein. Voilà. Voilà. Et diffuser autour de vous l'enquête publique pour les cabanes, enfin pour la révision allégée, c'est du 19 décembre au 19 janvier, avec 3 jours de présence du commissaire enquêteur. Le 19 décembre, le 6 janvier et le 19 janvier. Voilà. Merci. Bonne